Bonjour, je suis Cédric Prévost, directeur de la sécurité et de la qualité des programmes au sein de CloudWatt. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette première présentation de CloudWatt aux internautes, dédiée à la sécurité et aux nouvelles menaces liées au cloud computing. Je vous invite pendant la totalité de ce webinaire de ne pas hésiter à poser différentes questions. Je suis là avec nos équipes support pour répondre à un maximum de ces questions et de vos interrogations. Thématique de la sécurité par rapport au cloud computing. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les menaces sont en train de changer. En fait, la nature des menaces numériques et des autres menaces d'ailleurs est globalement en train d'évoluer et nécessite de nouvelles formes de réponse. Et pour nous, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble pendant ce webinaire, le cloud computing et notamment les offres de cloud public sont une manière de répondre efficacement à ces différentes nouvelles menaces. Ce qu'on constate en fait globalement dans l'IT moderne, c'est que en temps normal, on devrait avoir des développements qui amènent à avoir des applications qui sont parfaitement sûres. Les développements en tant que tels, les applications ne devraient pas avoir besoin de sécurité complémentaire. Elles devraient s'appuyer sur des réseaux qui n'introduisent pas d'effets collatéraux et les utilisateurs s'attacheraient à exploiter l'ensemble de ces applications conformément au manuel et à ce qui est attendu. Dans la vraie vie, évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'on constate. On constate que les applications contiennent un certain nombre de bugs, que ces bugs soient fonctionnels, soient techniques ou soient même plus larges liés à leur architecture, voire à des middleware qu'ils exploitent. On constate que l'ensemble des éléments et pas uniquement les applications, mais parfois même les compilateurs peuvent avoir des problèmes et introduire des problèmes. Et on constate aussi que les utilisateurs en tant que tels pratiquent d'une façon différente l'informatique et on constate notamment dernièrement une explosion du Shadow IT. Le Shadow IT qui est donc l'utilisation de fonctions informatiques en dehors du contrôle des directions informatiques usuelles. Et donc l'ensemble de ces facteurs amènent qu'il y a un besoin de sécurisation, mais ce besoin de sécurisation, ce n'est pas forcément un besoin de plus de sécurisation. On devrait dire que c'est un besoin de mieux de sécurisation, mais c'est presque un besoin d'une autre forme de sécurisation. Une autre forme de sécurisation, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, et en tout cas au moins sur les 10 dernières années, la sécurité a été vue comme un renforcement progressif des différentes couches qui composaient un système d'information. On a commencé par mettre des pare-feux pour sécuriser et filtrer le réseau. Ensuite, on a renforcé en mettant des pare-feux applicatifs pour s'assurer que les protocoles transitaient sur le réseau de manière nominale. Mais en fait, cette défense donc, qui s'est progressivement renforcée et qui a amené à une défense en profondeur, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, elle n'est plus adaptée aux menaces modernes qu'on rencontre. Pourquoi? Parce que déjà, ces menaces modernes, elles s'appliquent à l'ensemble des composants d'un système d'information. Donc elles vont certes s'appliquer évidemment au réseau, au système d'exploitation, aux applicatifs en tant que tels, on en a parlé, et ces applicatifs d'ailleurs, qu'ils soient propriétaires, qu'ils soient open source, voire même qu'ils fassent l'objet de développement spécifique, ils rencontrent tous ces problèmes, mais on voit également apparaître dernièrement des catégories de bugs qui sont plutôt liées au matériel, donc des bugs liés directement à la couche hardware, qui sont liés au firmware, qui sont liés au BIOS des matériels. Et ces menaces, elles existent, même si les utilisateurs ou les directions informatiques n'en sont pas nécessairement conscientes. Et on voit notamment, on a vu depuis au moins 5 ans, une forte émergence de tout ce qui est marché underground lié autour des vulnérabilités, donc typiquement ce qu'on appelle les 0D, qui sont des failles qui ne sont pas rendues publiques par les éditeurs ou par des chercheurs en informatique et en sécurité, mais qui sont en revanche connues d'un certain nombre d'attaquants. Et ces failles, on en rencontre des 0D, typiquement, il y en a environ entre quelques-uns et une dizaine par an. Et ça peut affecter des systèmes d'exploitation, ça peut affecter des applicatifs qui sont énormément répandus, comme les serveurs web, comme des applicatifs autour de Linux ou de Microsoft, Windows. Et ces failles, elles font que n'importe quelle sécurité qui est mise en place et qui s'appuie sur ces socles applicatifs ou systèmes d'exploitation, eh bien, elles deviennent perméables aux attaques et elles le deviennent de façon parfaitement invisible
pour l'ensemble des directions informatiques. Donc ça sont des nouvelles menaces qui sont prises en compte depuis quelque temps, mais qui doivent être renforcées, et elles le sont parce qu'en prime, les attaquants eux-mêmes ont renforcé leur mode d'attaque. Et on rencontre notamment ce qu'on appelle dernièrement les APT, les Advanced Persistent Threats, c'est-à-dire les menaces persistantes, avancées, qui correspondent à quoi? Qui correspondent à des menaces qui vont combiner des failles techniques, des failles humaines, de l'ingénierie sociale, et qui vont se dérouler non plus, comme on pouvait le constater il y a quelques années, sur uniquement une durée de quelques jours ou quelques semaines, mais qui peuvent se répandre sur plusieurs mois. Et on a notamment identifié des APT qui duraient depuis plus de 18 mois dans certaines entreprises. Et donc ça, ce sont des menaces auxquelles désormais n'importe quelle société doit faire face parce que les éléments numériques, ils sont répandus partout et on retrouve surtout de très nombreuses failles qui commencent à se centrer autour de l'utilisateur. Or, l'évolution principale du système d'information qu'on constate depuis quelques années, c'est que le système d'information qui avant était data-centric, c'est-à-dire qui était orienté autour du traitement des données, devient user-centric, c'est-à-dire orienté autour de l'utilisateur, de ce que l'utilisateur peut faire des données et des traitements. Et donc, comme l'utilisateur devient le point focal des systèmes d'information et que les failles sont de plus en plus orientées sur le comportement humain, il faut pouvoir s'adapter pour mieux se protéger. Et donc ces menaces, évidemment, elles vont toucher les éléments que l'utilisateur manipule au quotidien. Ça va être son navigateur web, puisque quasiment toutes les applications désormais sont exploitables au travers d'un navigateur web. Ça va être les smartphones. Aujourd'hui, pratiquement 60% des entreprises utilisent au quotidien des téléphones intelligents pour se connecter à leur système d'information. Or, il faut voir que le niveau de sécurisation aujourd'hui des smartphones est plus proche du niveau de sécurité qu'on avait sur les ordinateurs fixes il y a 10 ans. Donc en fait, en se basant au maximum sur la mobilité, sur le nomadisme, on a fait en termes de sécurité un recul de quasiment une dizaine d'années en termes de sécurité et il faut arriver à appréhender ces nouveaux modes de fonctionnement vis-à-vis de ces nouvelles menaces avec des réponses qui soient adaptées. Ces nouvelles réponses, nous considérons qu'en fait ça doit être des réponses qui ne sont pas forcément en mieux de sécurité, ou en tout cas en plus de sécurité, mais en autrement la sécurité. Il faut repenser différemment la sécurité. Il faut d'ailleurs la repenser pour nous d'une façon qui est parfaitement dynamique. Dynamique pourquoi? Un seul chiffre. Aujourd'hui, on constate qu'il y a à peu près 200 000 nouveaux malwares qui sont découverts, identifiés, cartographiés dans le monde. 200 000 nouveaux malwares, ça correspond à peu près à un peu moins de 30 000 nouvelles signatures dans les moteurs antiviraux ou les moteurs anti-spyware qui peuvent être référencés sur le marché, parce qu'une souche correspond à peu près une dizaine de déclinaisons qui se réalisent dans les semaines qui suivent. Et vous comprenez bien que 30 000 nouvelles menaces distinctes par jour, il est parfaitement impossible de les gérer de manière classique. On ne peut pas imaginer gérer déjà de manière humaine, ça fait longtemps qu'on est dépassé, mais même de manière classique, c'est plus possible. On ne peut plus attaquer statiquement en considérant qu'on va avoir une base de données de vulnérabilité qui va croître de 30 000 nouvelles entrées par jour. Même si on imaginait que le système soit capable d'accéder à l'ensemble de ces nouvelles vulnérabilités, le temps de traitement pour évaluer que ces vulnérabilités n'existent pas au sein du système croît exponentiellement et donc ce n'est plus crédible d'aborder la sécurité uniquement de cette manière. Donc la sécurité, elle doit devenir plus dynamique. Plus dynamique, ça veut dire qu'elle permet de suivre, en fait, au lieu simplement de regarder les différentes menaces qui peuvent peser sur un système d'information au crible d'une base de vulnérabilité connue ou d'une base de patterns ou de signatures qui soient identifiées comme potentiellement malveillantes. En fait, on va continuer à le faire, évidemment, mais on va ajouter un suivi qui va être un suivi beaucoup plus comportemental du fonctionnement du système d'information. Un suivi comportemental, pour donner deux exemples, puisque en fait aujourd'hui ces systèmes comportementaux ont déjà commencé à être mis en œuvre à différents degrés dans certaines infrastructures. C'est typiquement quand vous vous connectez sur un service externe, par exemple votre messagerie web
celles que vous utilisez quand vous êtes chez vous, quand vous êtes en vacances, eh bien, les systèmes désormais vont détecter si vous vous connectez depuis un endroit qui est inhabituel. Et en fait, ils vont faire ça en suivant votre adresse IP, en historisant les dernières connexions que vous avez faites. Donc si vous vous connectez depuis la région lyonnaise, depuis les 5 dernières années, entre 8h et 22h, si à un moment vous vous connectez depuis le Pakistan à 3h du matin, normalement le système va détecter que c'est anormal et va lever une alerte. Ben voilà, la sécurité dynamique illustrée, c'est ça. Un autre type d'exemple de cette sécurité dynamique, c'est si sur votre environnement de cloud, où vous stockez un certain nombre de fichiers, où vous stockez des images, vous avez l'habitude plutôt d'uploader des fichiers, c'est-à-dire de renseigner, de rajouter des documents et que vous n'en téléchargez qu'épisodiquement quelques-uns à la semaine. Si du jour au lendemain, vous vous mettez à rapatrier la totalité ou une grande partie de vos documents en moins de 30 minutes, c'est également un comportement anormal qui va être détecté par les systèmes de suivi comportementaux. Et donc, toute l'idée de la sécurité dynamique, c'est bien d'ajouter cette dimension d'un comportement anormal, et donc d'arriver à modéliser ce qu'est un comportement normal et modéliser ce qui est un comportement anormal afin de surveiller dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de cartographier et d'arriver à identifier ce qui va correspondre à une situation sur laquelle il faut éventuellement intervenir. Si je devais prendre une analogie, ça correspond un petit peu à un médecin ou vous-même qui utilisez un thermomètre pour détecter si le fonctionnement de votre corps est nominal. Si vous avez de la température, le thermomètre il va vous indiquer que vous êtes dans une plage de fonctionnement qui n'est pas normale. Il ne vous dira pas quel est l'agent pathogène ou comment y répondre. Mais en revanche, il va vous dire, là, il y a quelque chose qui est anormal, ce n'est pas logique, et donc il faut investiguer. Bon, ben voilà, la sécurité dynamique, globalement, c'est à peu près la même chose, et c'est autour de ces thématiques-là, aujourd'hui, que la sécurité doit se décliner dans le cloud. Ce qu'on peut voir après au niveau justement du cloud, c'est que les vulnérabilités dont on vient de parler, elles sont en fait relativement génériques. Elles s'appliquent à la quasi-totalité des cas de fonctionnement de systèmes d'information courants. Et il y en a en fait assez peu qui sont nouvelles au fonctionnement d'un cloud. En l'occurrence, il y en a même simplement deux. Un cloud, ça apporte quoi comme nouvelle vulnérabilité? Bien évidemment, il y a tout ce qui tourne autour de la virtualisation. On virtualise le réseau, on virtualise le stockage, on virtualise les traitements, on partage le CPU, on partage la RAM. Donc il faut s'assurer que cette virtualisation, elle n'introduit pas une nouvelle vulnérabilité qui permettrait notamment de bypasser les isolations entre les différents clients. Et il faut s'assurer que cette segmentation, elle respecte évidemment les droits d'accès et l'ensemble de l'étanchéité qui doit être assurée entre non seulement les différents clients, mais également les clients et le fournisseur de cloud. Voilà. Globalement, en ayant pris cette vulnérabilité technique complémentaire, en fait, on a couvert l'ensemble des vulnérabilités qui touchent au cloud computing. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que le cloud en tant que tel, ce n'est pas un facteur énorme, enfin complémentaire de risque technique. C'est en revanche une autre manière de voir le fonctionnement de l'IT, et cette autre manière, elle va également introduire certaines évolutions dans le cadre de prise en compte. Donc il va falloir que quand vous utilisez des services de cloud, vous soyez plus attentif notamment aux éléments juridiques, aux contraintes. Si vous devez respecter un certain nombre de contraintes réglementaires, il faut vous assurer que le contrat que vous passez avec votre fournisseur de cloud, il respecte également ces contraintes. Mais en revanche, en termes de vulnérabilité technique, vous avez principalement la vulnérabilité de l'étanchéité de la virtualisation que doit vous garantir votre fournisseur de cloud. Mais en termes de menaces, il n'y a pas uniquement les menaces techniques. Il y a également des menaces d'une autre nature. Et d'ailleurs, l'actualité nous a démontré que ces menaces étaient une réalité très concrète. Vous n'aurez pas manqué de suivre la surveillance autour du programme PRISM et du programme XKeyscore de la NSA, donc, qui a touché les principaux fournisseurs américains de services de messagerie ou de services sur Internet globalement. Cette surveillance qui permettait aux services américains de récupérer l'ensemble des informations qui étaient postées sur ces services a touché la majorité
des pays qui étaient ciblés par les Américains en termes de terrorisme, mais pas uniquement. Il y a notamment des pays comme l'Inde qui sont quand même extrêmement bien positionnés en termes de développement logiciel. Donc, indirectement, très clairement, ça a touché les pays de l'Union européenne. Et naturellement, la révélation de cette nouvelle menace a fait réagir les différentes autorités. Donc, la ministre déléguée au PME et à l'économie numérique, Fleur Pellerin, a naturellement souligné que cela confirmait toute l'importance de disposer d'hébergeurs sur le territoire européen et également en France. C'est aussi intéressant de voir les réactions de Barack Obama qui a parfaitement assumé l'importance pour les États-Unis de réaliser ce type de surveillance et donc qui confirme par là même que cette surveillance existe et va continuer à exister. Donc c'est vraiment une menace qu'il faut prendre en compte. Et ce qu'il faut retenir un petit peu de cette menace PRISM, c'est que, ce qu'on évoquait autour du Patriot Act, eh bien, on ne peut absolument plus l'ignorer. Évidemment, il était à peu près évident depuis échelon que les États-Unis faisaient de l'intelligence économique envers les sociétés, notamment les sociétés européennes. PRISM démontre complètement que cette menace est une réalité et qu'il faut l'intégrer, que donc les entreprises européennes doivent désormais se tourner. Elles ne peuvent plus ignorer cette menace. Le risque d'intelligence économique est beaucoup trop fort. Et donc, pour leurs données sensibles et pour leurs données plus globalement, elles doivent se tourner désormais plutôt vers des hébergeurs européens dans lesquels elles peuvent avoir une vraie confiance parce que cet échange est transparent et que la mise en œuvre de leur traitement sera réalisée en grande transparence. Alors, face à ces différentes nouvelles menaces, qu'en est-il du cloud ? Le cloud en tant que tel, comme on a eu l'occasion de l'évoquer déjà tout à l'heure, le cloud, ce n'est pas une révolution technologique et ce n'est pas non plus un vilain petit canard. Ce n'est pas un vilain petit canard parce qu'en fait, même si l'ensemble des données sont désormais hébergées et traitées chez un fournisseur externe, cette évolution, en fait, elle est engagée depuis plusieurs années. L'infogérance en informatique, elle ne date pas d'hier. Et en prime, si on regarde un petit peu les différents critères qui sont liés notamment à la sécurité, à la maîtrise des données, à la maîtrise des traitements, à la maîtrise de qui accède à mes données quand elles sont stockées soit en infogérance, soit dans un cloud. Ce dont on peut se rendre compte, c'est qu'en fait, la marche la plus grande, la marche principale, elle n'est pas au moment où vous imaginez basculer sur un cloud public. En fait, elle est au moment où vous imaginez basculer sur un cloud privé. Et donc c'est à ce moment-là que les questions principales de sécurité, les évolutions principales dans votre mode de fonctionnement sont intégrées. Donc le cloud public en tant que tel, il apporte au contraire énormément de nouvelles fonctionnalités, il apporte la standardisation des systèmes, il apporte une surveillance, un suivi H24/7/7 par des équipes qui sont dédiées. Il apporte une orchestration globale dans la mise en œuvre du système d'information qui assure donc qu'il y a une industrialisation parfaitement maîtrisée de l'ensemble du système. Et donc, toutes ces garanties, en fait, toutes ces nouvelles manières d'opérer un système d'information, ce sont des garanties apportées au fait que le système qui est mis en œuvre, en fait, est mieux maîtrisé. Alors peut-être que pour l'utilisateur, vu de l'utilisateur, en effet, il ne maîtrise plus directement ces données, c'est plus lui qui les héberge, il ne maîtrise plus exactement qui accède à ces données, ce ne sont plus ses propres administrateurs qui accèdent aux données, mais en fait, si on apporte les garanties suffisantes, et donc contractuellement vis-à-vis de votre fournisseur de cloud, si vous vous assurez que ces éléments-là sont correctement bordés, derrière, dans l'exploitation et la mise en œuvre de votre système d'information, en fait, l'ensemble est beaucoup mieux sécurisé. C'est ce qu'on peut constater dans la mise en œuvre un petit peu des clouds. Et quand on compare justement et qu'on regarde dans les architectures de cloud les différents éléments qui permettent de sécuriser, vous allez retrouver des filtrages réseau, comme dans n'importe quel système d'information classique. Vous allez retrouver du chiffrement sur les différentes couches de données, histoire d'assurer le cloisonnement. Vous allez vous assurer qu'en fait les systèmes sont durcis. Et donc ça, c'est quelque chose qu'une entreprise normale a beaucoup plus de mal à réaliser. Un opérateur de cloud a beaucoup plus de moyens pour mettre en œuvre des socles qui sont durcis et donc qui garantissent une surface d'attaque qui est beaucoup plus faible vis-à-vis des différents attaquants. En prime, les systèmes sont industrialisés, donc il y a une hétérogénéité beaucoup plus faible des matériels et des systèmes qui sont mis en œuvre. Et donc en fait, globalement, une surface d'attaque
du système cloud et de l'infrastructure cloud qui est plus limitée. Et l'avantage d'avoir cette surface d'attaque plus faible, c'est qu'on peut mettre en œuvre des mécanismes de sécurité qui sont plus proches des composants, qui sont mieux distribués, qui sont mieux ciblés et donc qui au final vont être plus efficaces. C'est vraiment tout l'intérêt des offres de cloud qu'on met en place. Et cette distinction un petit peu va faire en sorte que même si un cloud n'est pas plus sécurisé qu'un système d'information qui est bien pensé évidemment by design, et qu'on pourrait considérer d'ailleurs que regroupant les données et les traitements de très nombreux clients, ce soit une cible beaucoup plus attractive, en réalité les mécanismes de mise en œuvre de l'infrastructure cloud font que cette infrastructure est mieux maîtrisée, mieux en contrôle au niveau de votre opérateur et donc de vous-même à partir du moment où vous avez correctement choisi votre opérateur de cloud. Et donc ceci, d'une certaine manière, revient à une question principale, étant donné tout ce qu'on vient de se dire, c'est qu'en fait, pour que vous arriviez à avoir une confiance suffisante dans votre opérateur de cloud, eh bien, il faut vous assurer déjà qu'il mette en œuvre évidemment le maximum de bonnes pratiques en termes de sécurité et en termes d'exploitation opérationnelle. C'est évidemment absolument indispensable. Vous devez vous assurer que le système qu'il provisionne, donc la manière dont ils provisionnent leur système d'information, c'est réalisé de manière orchestrée, c'est-à-dire de manière industrialisée et pilotée. Un opérateur de cloud, c'est un opérateur qui doit être en mesure de multiplier les ressources de manière extrêmement rapide, de manière extrêmement élastique. Et donc, c'est un métier qui est assez distinct d'un simple métier d'hébergeur. L'hébergeur, il installe un certain nombre de serveurs physiques et au-delà, quand il doit augmenter sa capacité, eh bien, il a un temps de mise en œuvre et qui peut induire en prime des divergences dans les configurations, des problèmes de suivi matériel et donc une configuration, une infrastructure qui en fait va être plus hétérogène. L'opérateur de cloud, il dispose déjà des ressources et il met en œuvre une configuration qui, elle, est parfaitement homogène, parfaitement maîtrisée de bout en bout sur son système et ça garantit que la sécurité est correctement gérée. Pourquoi ? Parce que la sécurité, comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est une problématique qui est dynamique. Cette sécurité dynamique, vous la mettez en œuvre correctement sur un système qui est homogène. Ça ne sert à rien d'avoir une sécurité renforcée sur certaines parties du système d'information et faible sur d'autres. Il vaut mieux avoir une sécurité éventuellement un petit peu inférieure, mais qui en revanche est parfaitement homogène sur l'ensemble de votre système. Et ça, l'opérateur de cloud, il va vous le garantir. Et tout ce qu'on vient de dire, justement, ça donne la clé pour bien choisir son opérateur de cloud en sécurité. Il faut absolument que, pour cela, vous challengiez ce qu'il met en œuvre. Donc, est-ce qu'il met en œuvre les best practices de sécurité? Est-ce qu'il peut vous le garantir? De quelle manière il peut vous le garantir? Est-ce que vous pouvez auditer ce qu'il a mis en place? Est-ce que vous pouvez auditer son mode de fonctionnement, son exploitation du système? Tout ça, c'est absolument essentiel parce que vous devez avoir la garantie, vous devez avoir le maximum de transparence et vous devez avoir une fluidité complète avec votre opérateur de cloud pour pouvoir garantir la sécurité de vos traitements et de vos données avec lui. Alors, la sécurité, aujourd'hui, évidemment, elle peut encore être améliorée. Il y a de nombreux champs dans lesquels le cloud computing est en train de défricher simplement ces éléments. On a parlé des durcissements. Le durcissement, ça vaut au niveau du système d'exploitation, ça vaut évidemment au niveau des hyperviseurs, parce que qui dit cloud computing dit virtualisation et donc dit hyperviseur qui pilote les machines virtuelles. Eh bien, le durcissement des hyperviseurs, c'est un champ de recherche actuellement qui est en cours et on peut clairement penser que dans les mois et les années qui viennent, ça va être un des grands champs de vulnérabilité et donc de durcissement complémentaire qu'il va falloir mettre en place. Vous avez surtout toute la surveillance, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Le suivi comportemental, il nécessite évidemment des outils de monitoring, d'avoir beaucoup de remontées à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est un des champs en termes de forensique, d'inforensique, qu'il va falloir traiter parce que les opérateurs de cloud, ça génère énormément de traces, de journalisation. Et cette journalisation, il faut être capable de l'exploiter à la bonne dimension. Un opérateur de cloud, ce sont plusieurs centaines de millions de lignes de traces qui sont générées chaque jour, voire plus. Trouver des signaux faibles, on a parlé des APT tout à l'heure, des menaces persistantes avancées. Ces menaces persistantes avancées, elles se mènent parfois sur 6, 12, 18 mois.
Bon, bah, quand vous devez trouver ça, c'est détecter un signal faible dans des milliards de lignes de log. Bon, bah, là, il y a également un champ de recherche sur lequel la sécurité devra progresser dans les années à venir au niveau des opérateurs de cloud. Alors, maintenant qu'on a évoqué ces différentes menaces et le positionnement de la sécurité par rapport à un opérateur de cloud, où se situe CloudWatt dans tout ça? CloudWatt, à la base, a délibérément positionné son infrastructure sur des composants open source. Le composant principal, c'est OpenStack, qui offre donc les couches d'hypervision et de virtualisation. L'intérêt pour nous de se baser majoritairement sur l'open source, c'est déjà que ce code, il est audité par des milliers et des centaines de milliers d'utilisateurs dans le monde. Il est librement accessible, donc il y a une transparence globale et une auditabilité complète de ce système-là. Mais ça a également l'avantage que OpenStack est basé sur différents éléments modulaires qu'on peut sécuriser de manière proche. C'est-à-dire que la structure n'est pas monolithique, c'est une structure qui peut être distribuée, ce qui évidemment est intéressant pour un opérateur de cloud pour être scalable, mais ça veut dire qu'on peut également distribuer la sécurité au plus proche des composants, et ça pour nous c'était vraiment un élément essentiel pour faire une bonne sécurité. L'autre aspect qu'on n'a pas mentionné, c'est que OpenStack, c'est un standard ouvert. Standard ouvert, ça veut dire interopérable avec une majorité des clouds. Donc l'offre de cloud qu'on propose, elle va pouvoir s'interfacer avec de très nombreux clouds privés. Or, pour nous, le cloud public est une extension un petit peu du cloud privé au travers notamment de l'hybridation. Et puis ça va permettre surtout une réversibilité totale. Si vous n'êtes pas satisfait du service qui est rendu, vous pouvez récupérer l'ensemble de vos traitements et ça fonctionnera ailleurs sur une couche qui est compatible et interopérable. C'est pour nous le meilleur gage de sécurité et de transparence qu'on peut apporter, c'est l'interopérabilité et la réversibilité. Maintenant, on mène évidemment des efforts particuliers pour renforcer certains éléments de la sécurité. Ça nous paraît un élément essentiel. La sécurité fait partie de l'ADN de CloudWatt. Et pour ça, donc, on s'est attaché à mettre en œuvre des dispositifs de sécurité qui soient qualifiés par les autorités nationales et européennes. On travaille d'ailleurs très étroitement avec l'Agence nationale pour la sécurité pour les systèmes d'information, l'ANSSI, qui est l'agence nationale en charge de la cyberdéfense en France. Et ce travail étroit, il est important pour nous parce que c'est celui qui garantit qu'on met bien en œuvre les meilleures pratiques en termes de sécurité et qu'on les met en œuvre dans la durée et qu'on s'appuie sur leurs préconisations vis-à-vis du positionnement à l'avenir. C'est également important pour nous d'avoir mis en place des dispositifs qui soient largement open source parce qu'on audite nous-mêmes le code, on met en œuvre des systèmes de supervision qui sont eux-mêmes largement open source et qui nous permettent de monitorer, de surveiller comment le système fonctionne et comme on a vu tout à l'heure pour nous, la surveillance dynamique, donc la sécurité dynamique, c'est l'avenir de la sécurité du cloud. C'est pour ça qu'on a fait un effort vraiment très très important sur ces systèmes de surveillance dynamique qu'on va continuer d'ailleurs à renforcer à l'avenir. On gère naturellement un cycle d'intégration continue et de continuous deployment sur les différents patchs, qu'ils soient liés aux différentes applications qu'on peut être amené à utiliser, naturellement à nos différents cœurs OpenStack, et plus globalement sur l'ensemble des machines, des matériels, des firmware qu'on met en place dans l'infrastructure. Donc on a un dispositif qui nous permet, en temps quasi réel, de mettre à niveau notre infrastructure et s'assurer qu'on est protégé contre les vulnérabilités connues. Et donc, c'est la sécurité statique renforcée par la surveillance dynamique qui nous permet de garantir le meilleur niveau de sécurité au sein de l'infrastructure de CloudWatt. En termes d'infrastructure, aujourd'hui, nous avons mis en œuvre nos systèmes dans un data center qui est Tier 4, donc qui est le meilleur niveau de protection physique. Ce data center est situé à Val-de-Reuil en Normandie et il a également l'avantage de se baser principalement en termes de climatisation sur du free cooling. Il fonctionne en free cooling plus de 75% du temps. Donc non seulement on met en œuvre un système qui est un des plus modernes et des plus performants en France et en Europe aujourd'hui, mais en prime on fait ça avec un PUE, c'est-à-dire un impact écologique qui est relativement faible. Dernier point en termes de garantie vis-à-vis de l'offre de CloudWatt, parce que ça nous paraît essentiel, nous sommes naturellement engagés dans une démarche de certification de type ISO 27001.
cette certification. Bon, elle est en cours parce que CloudWatt est une société naissante et que donc il faut que le système se rôde avant de pouvoir passer formellement la certification. Nous avons également engagé une démarche d'agrément pour pouvoir héberger des données de santé parce que ce secteur nous paraît essentiel à protéger au sein de l'espace européen. Et puis, plus globalement, on réalise évidemment, au-delà d'un audit annuel qui est réalisé par un tiers pour s'assurer qu'on n'a pas de problème et qu'on n'est pas jugé partie uniquement dans la gestion de notre sécurité, on réalise bien entendu un certain nombre de tests d'intrusion sur nos propres systèmes, tests d'intrusion qui sont réalisés aussi bien depuis l'interne pour nous protéger contre d'éventuelles malveillances internes qui pourraient arriver, et des tests d'intrusion globaux en mode boîte noire qui sont réalisés depuis l'extérieur et qui permettent de s'assurer que notre système n'est aujourd'hui pas soumis à des vulnérabilités qui aient pu être identifiées. Donc tout ceci revient vraiment à ce que j'indiquais tout à l'heure. L'élément clé pour mettre en place vos données et vos traitements sur une infrastructure cloud, c'est la confiance que vous pouvez construire avec cet opérateur de cloud. Cette confiance, quand vous êtes une entreprise européenne, pour héberger vos données sensibles européennes, vos données sensibles d'entreprise, elle doit se placer auprès d'un opérateur de cloud européen. Si vous voulez garantir que la seule législation qui s'applique à vous, c'est la législation européenne, et que donc vous soyez protégé contre des législations tierces du type Patriot Act, qui puissent engager une fuite de données à votre insu, et qui en prime fera que vous ne serez même pas alerté que potentiellement certaines de vos données vous ont échappé pour des opérateurs tiers. Donc CloudWatt en tant que tel, évidemment, apporte l'ensemble de ces garanties à ses clients et à ses partenaires, et nous continuerons à renforcer et nos dispositifs de sécurité technique et nos procédures organisationnelles et nos accompagnements en termes d'agrément ou de certification pour évidemment apporter le niveau maximal de garantie et de respect vis-à-vis des traitements et des données. Voilà, cela termine la partie présentation de notre webinaire. Je vous invite à continuer à nous poser énormément de questions. Nous allons nous attacher à y répondre, à continuer à y répondre désormais. Je vous invite également à consulter notre page web et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Ça permettra de poursuivre l'échange et d'apporter de nouvelles réponses, je l'espère. Merci, à bientôt.